Alors, on va faire ça en français. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Merci d'être présent aujourd'hui. Donc, on va essayer de vous faire une présentation sur les portes d'entrée. Euh, donc, c'est une discussion technique ou un tech talk en anglais. Donc, s'il y a des questions, how are we going to work, Isabelle, for the questions? You're going to write it down and you're going to tell me, or? They can put it in the chat, they can raise their hand, and I can allow them to talk. They can also use the Q&A, lots of options. OK, donc, s'il y a des questions, vous les posez dans le chat. Et puis, on va les voir. Donc, je vais répondre au fur et à mesure. Gênez-vous pas. Quand vous avez une question, posez-la, c'est important. D'abord, j'aimerais remercier OpenGenera, qui est le commanditaire pour ce Tech Talk, cette discussion technique. Alors, merci OpenGenera qui font des logiciels. Si vous avez besoin, pensez à OpenGenera. On va commencer tout de suite. On va essayer de faire un survol rapide de la présentation. Donc, on va passer un peu sur Fenestration Canada et l'industrie des portes d'entrée. Je pense on a réalisé, vous allez voir, il y a quelques temps qu'on pourrait faire plus pour les gens qui sont dans les portes d'entrée. On va parler un peu de la NAF pour les portes d'entrée. Il y a un peu de divergence dans les différentes applications de la NAF à travers si on veut, coast to coast ou d'un océan à l'autre, on va regarder ça. Performance énergétique pour les portes d'entrée, bien sûr, on a à suivre tout ce qui est Energy Star et les performances énergétiques en général. Et le verre sécuritaire, bien sûr, on va en parler. Il y a eu des changements dans le code et l'accessibilité au logement ou l'accessibilité à la maison aussi. Il y a eu quelques petits changements. On va regarder ça en passant. Donc, sont où les prémonteurs? C'est la question qu'on se posait parce que, en tant que membre chez Fenestration Canada, on a réalisé qu'on n'avait pas autant de prémonteurs qu'on devrait avoir. Euh, la participation a toujours été inférieure. C'est sûr que vous êtes moins nombreux, si les prémonteurs sont moins nombreux, donc c'est sûr qu'il y en a moins, mais il reste quand même qu'il y en a encore beaucoup qui prémontent des pas. Euh, on se disait pourquoi. Plus évident, c'est le niveau d'application du code qu'on a réalisé. Et peut-être pas au Québec, mais dans le reste du Canada, disons qu'il y a un certain laxisme au niveau de l'application du code pour les portes. Et donc, les gens sont moins intéressés à connaître les us et coutumes des inspecteurs du bâtiment là-dedans. Euh, il y a des responsables ou des inspecteurs qui disent on ne l'applique pas parce qu'il n'y en a pas qui passent. Mais non, c'est pas vrai, là. C'est juste qu'ils sont pas. Ils appliquent moins, si on veut, les exigences du code pour les portes d'entrée. Nous, on est actifs depuis 80. Avant, ça s'appelait CWDMA, Canadian Window and Door Association. Les 5 dernières années, on a beaucoup de changements qui sont arrivés au niveau de Fenestration Canada. D'abord, l'arrivée de Stéphane Labelle, qui est directeur exécutif maintenant. Donc, il fait un très bon travail, puis il s'arrange pour qu'on ait des événements comme aujourd'hui et d'autres. On a 5 employés à temps plein, puis plusieurs consultants maintenant. Donc, c'est certain qu'on est très orienté, si on veut, technique, tout ce qui est code, tout ce qui est normes, on est très impliqué. Donc, utilisez-nous, on est là pour ça. Euh, on a beaucoup d'activités comme des groupes de travail. D'ailleurs, cette présentation a été mise en place par le groupe de travail des portes. C'est nouveau. C'est un groupe de travail ou un comité bientôt qui existe depuis peut-être 1 an. Et de plus en plus, on sent que les gens s'impliquent, qu'on a des nouveaux membres dans le comité. Si ça vous intéresse, faites-moi en part. Ça serait intéressant de connaître
ce que vous vivez, vos problèmes, puis qu'on puisse régler ça. Euh, on, on- Comme je vous dis, on est très orienté au niveau des codes et des normes, donc on peut vous aider. Dans l'Ouest, l'industrie des portes sur peinture, donc ça fait un bon travail en défendant et en évitant des changements au code pour ce qui est des portes d'entrée. L'application de la NAF n'est pas constante d'un océan à l'autre, on l'a dit tantôt. Performance énergétique est moins restrictive quand il n'y a pas de subvention. Ça, on l'a réalisé. Je parlais dernièrement avec quelqu'un de l'Ouest qui me dit, bah, ils ont enlevé la subvention. Fait que pour l'instant, c'est moins important que c'était. Mais ça revient tout le temps, comme on sait. On constate une augmentation dans l'application générale des codes puis des normes par les inspecteurs du bâtiment. Euh, les codes sont examinés de plus près, puis il apporte des modifications concernant les portes de plus en plus. Donc, de plus en plus, on sent que ça va devenir plus exigeant pour les portes sur peinture, malgré que ça l'est déjà beaucoup. La hauteur des poignées, le verre de sécurité, la largeur de passage, la hauteur des seuils, la performance énergétique en sont quelques exemples. On va en voir quelques-uns aujourd'hui. Donc, on devient plus exigeant à ce niveau-là. Je vais en parler un peu plus loin dans la présentation. Euh, on a mis en place un réseau solide pour les prémonteurs. On a là-dedans des membres qui viennent des fabricants de portes, des prémonteurs, des fabricants de composantes pour les portes. Donc, plus ça va, plus notre comité prend de l'ampleur puis est impliqué. On a un personnel spécialisé, comme je disais tout à l'heure, des gens qui suivent le code, qui suivent les normes, qui sont impliqués au niveau des codes et normes. Donc, on peut faire un bon suivi là-dessus. Puis, on essaye par les webinaires, puis des présentations, de faire que l'industrie des portes d'entrée soit plus au courant de tout ce qui se passe, que ça soit plus facile. Travailler en réseau aussi, avec des collègues, quand vous êtes impliqué au niveau du comité, et bien sûr quand vous êtes membre de Fenestration Canada. On a besoin de plus de fournisseurs de portes qui s'impliquent. Je crois, j'en vois dans les gens présents aujourd'hui, merci d'être là, de s'impliquer un peu plus, parce que les défis vont aller en augmentant. En passant, on offre 50 de réduction sur les frais d'adhésion pour la première année, afin que qu'on fait, afin de vous aider à entrer dans Fenestration Canada et dans le comité des portes d'entrée, bien sûr. Pour ça, on n'a qu'à contacter Isabelle pour s'inscrire. Mais n'hésitez pas à m'écrire à moi aussi, puis je serai en mesure de passer tout ça à Isabelle. Donc, vous êtes les bienvenus. Comme on dit, première année, 50 des frais. On essaie d'avoir plus de gens qui s'impliquent au niveau des prémonteurs, puis des fabricants de composantes de systèmes de porte. On va maintenant entrer dans le vif du sujet avec la NAF pour les portes d'entrée. On va voir qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres, mais c'est en train de se régler. Donc, on va regarder ça surtout au Québec. Donc, la NAF 17 est maintenant référée dans le Code national du bâtiment canadien 2020. Euh, donc, il y a des gens qui nous demandaient, oui, mais là, faut-tu que je reteste selon la NAF 17 si je suis déjà certifié selon la NAF 11 ou pas certifié, mais si j'ai fait des tests pour la NAF 11 ou selon la NAF 11 ou la NAF 08? Oui, pour être ce qu'on appelle legit ou légal, il faut retourner en test. Il y a seul le Code de la construction du Québec qui fait exception pour l'instant. Il ne fait pas exception. Il y a eu des erreurs, je vais vous les montrer, qui font que la NAF 11, des fois, est encore acceptée, mais ça dépend. Ça dépend de votre laboratoire, ça dépend de l'inspecteur en bâtiment. Et c'est un peu ça qu'on va regarder. Mais
On a contacté les gens qui s'occupent du Code de la construction du Québec et ils nous disent que non, ça prend la 917 aussi. On va voir une certaine différence entre la 911 et 17 et 22. Ben, en voilà pour les portes à charnière latérale à double action et les portes pliantes extérieures. L'exclusion de la quincaillerie de verrouillage a été ajoutée pour l'essai de résistance à l'eau. Donc, avant, on ne pouvait pas couvrir la quincaillerie, de la poignée et du deadlock. On ne pouvait pas les couvrir pour passer les tests et maintenant, on peut. Pour les portes pliantes extérieures, ils ont rajouté ce qu'on appelle le limited water ou low water. Ça veut dire si la porte est protégée par un toit, un avancé de toit, euh, on peut tester selon low water, donc c'est beaucoup moins restrictif. Mais je me mets dans la peau des prémonteurs, puis je me dis, souvent, ils ne savent pas où ça va être installé. Donc, écoutez, si vous voyez que vous avez un beau contrat qui demande, où les portes sont protégées, vous pouvez peut-être essayer de passer avec low water. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne crois pas. Donc, déjà, de répondre à votre marché va faire que vous allez être correct. Puis, si jamais vous le faites, puis vous excluez la quincaillerie de verrouillage, si on veut la poignée, puis le peine dormant, ben, il faut, dans la désignation principale, ajouter porte à charnière latérale LW avec un X. Si jamais vous êtes là, vous pouvez demander soit à votre laboratoire ou ben, vous pouvez m'appeler puis vous expliquer où mettre ça. Donc, on voit comment est appliquée la NAF dans le Code national du bâtiment. C'est très clair. C'est la NAF 17 qui est en place. Et c'est elle, pour l'instant, qui répond aux exigences du Code national du bâtiment 2020. 2025, ça sera peut-être la 22 qui est déjà en place, la norme, mais on verra à ce moment-là. Code de la construction du Québec, mais on dit aussi que c'est la norme 17, et c'est là où les gens qui s'occupent du Code de la construction disent, ben, c'est des erreurs que je vais vous montrer, et nous, on applique la 17 quand même. Pour les gens qui l'avaient vu et qui en ont peut-être profité, ce sera peut-être plus possible. On voit ici dans le point 5922 du Code de la construction que, oups, il y a une erreur et on réfère à la 911. OK? Et là, c'est le code 22. Par contre, en anglais, on est à la 917 pour le même article. Donc, on voit qu'il y a une erreur et que ça devrait être corrigé assez rapidement. Si on compare 2020, encore une fois, 917, par contre, l'article 9742, ben, dans le code de construction, on dit 11 en français, on dit 17 en anglais. Donc, c'est vraiment une erreur, puis je ne me fierais pas à ça. Essayez de travailler avec la NAV 17 si vous voulez être euh, en conformité avec la NAF et avec le Code de la construction du Québec. On voit ici, je fais un petit résumé, un petit retour sur ce qu'on doit tester avec la NAF. Comme on peut voir, selon votre marché, bien sûr, vous pouvez utiliser, par exemple, ici la G, pour couvrir tous les autres. Donc, une porte avec double, avec un astragale, deux latéraux et une imposte. J'ai de la misère avec ça, je peux vous dire un imposte, on dit une imposte. Eh bien, il va couvrir, si on veut, ce qui est en bas, trois sections, un, deux et tout cela. Par contre, un ouvrant extérieur ne couvrira pas un ouvrant intérieur et même vice-versa. Par contre, quand vous allez, par exemple, avec la combinaison G, ben, attendez-vous à des résultats plus faibles parce que l'infiltration d'eau et d'air et la résistance du haut vent devrait être plus difficile. Donc, vous allez obtenir des résultats moins élevés ou moins bons, si on veut. Mais si ça répond à votre marché, c'est l'idéal. OK? Donc,
on a dans la NAF ces exemples-là et pour couvrir. Donc, comme je dis toujours aux gens, allez-y avec le maximum d'unités ben, qui va couvrir le maximum des différentes combinaisons que vous faites, mais en autant que vous respectez les exigences de votre marché. Et vous allez voir, ça se calcule. On a quelque chose à Fenestration Canada qui vous permet de le calculer. Attention, par contre, je reviendrai tout à l'heure, mais au niveau maintenant, à cause de la CSA 440.2.22, donc il y a beaucoup de gens d'entre vous, beaucoup de prémonteurs qui ont décidé de changer leur certification de NFRC à CSA 440.2.22, ben, 22, c'est-à-dire pour une bonne raison, c'est que maintenant c'est offert par euh, les différentes agences d'inspection comme les NAMI, Keystone, qui offrent la possibilité de vous certifier selon CSA 440.2 22 au Canada. Euh, Sauf que si vous avez fait tester, par exemple, une porte et un latéral, comme on voit en C, mettons que ce serait un latéral, on est pénalisé. Je vous explique pourquoi. Parce que si on dépasse 1,5 litres au mètre carré par seconde d'infiltration d'air ou d'exfiltration d'air, on est automatiquement rejeté par Energy Star, à cause de la CSA 440.2.22. Ce qui n'est pas le cas avec la néfascie. Alors, ça, on l'a appris en le faisant cette année. En 23, on a travaillé là-dessus, on a appris des choses. Donc, c'est bien de tester le plus grand en autant qu'on respecte, si on veut, les exigences. Mais comme je disais, si vous avez un latéral, je donne juste un exemple rapide. Si vous avez une POP, on va dire une 3683, qui est environ 2 mètres carrés, et 16,83 pour un latéral, ce qui est la grandeur à tester quand on va avec la NAF, ben, ça nous donne si on veut, 0,4 mètres carrés, ce qui donne un 2,4 mètres carrés. Donc, le résultat d'infiltration de filtration, vous l'avez obtenu pour l'ensemble du 2,4 mètres carrés. La façon de calculer maintenant, si vous les avez testés ensemble et non séparés, c'est de prendre le nombre de résultats que vous avez obtenus divisé par le nombre de mètres carrés euh, voilà, de la porte, et même chose du latéral, mais en calculant. Ce qui fait que on obtient beaucoup plus d'infiltration et d'exfiltration pour le latéral que ce qu'il y a dans l'ensemble ou s'il avait été testé tout seul. Je ne sais pas si c'est clair, si c'est pas clair, posez-moi des questions. Mais ce que je veux dire, c'est quand on les teste ensemble et qu'après, on va avoir le résultat d'infiltration et d'exfiltration d'air, ça nous pénalise. J'ai d'ailleurs plusieurs cas au Québec où on a refait faire la NAF séparément pour qu'ils puissent passer pour les latéraux, parce que les latéraux ne passaient pas. Donc, les produits doivent être mis à l'essai dans le cadre de la NAF, doivent également porter une étiquette. Il faut étiqueter aussi normalement pour encore une fois, répondre aux exigences du code. Euh, Dans la partie neuve ou un petit bâtiment tel que petite maison individuelle, maison de ville ou un petit immeuble de moins de 3 étages, doit être muni d'une étiquette de performance temporaire. On peut avoir une étiquette permanente et une étiquette temporaire. Euh, L'inspecteur va effectivement regarder selon l'endroit où est situé le produit. Et vous allez voir qu'on a une façon à Fenestration Canada de chercher par endroit et d'exposition. Donc, on est capable de répondre à certaines normes. Il pourrait regarder à certaines exigences et l'inspecteur pourrait regarder pour être sûr que vous répondez bien à ces exigences. Les résultats sont indiqués par la désignation principale, qu'on va voir un petit peu plus loin sur l'étiquette, et les résultats sont aussi sur la désignation secondaire.
CP indique catégorie de performance qui fait partie de la désignation principale. On va le voir un peu plus loin. Donc, la désignation secondaire qui se trouve, ça c'est la désignation principale. Ici, on a la désignation secondaire. Donc, on voit les résultats et on voit la catégorie de performance. Quand je disais tout à l'heure, quand vous allez faire le calcul, selon la région où vous êtes, ici on a Laval, province de Québec, on voit ce qui est exigé à Laval. OK? Encore une fois, c'est hauteur du produit, c'est 10 mètres, donc ça veut dire que ça serait peut-être au troisième étage. Et terrain à découvert, ici on a dit terrain rugueux. Je vais faire une petite récapitulation là-dessus. Terrain découvert, ce serait, vous êtes en face du fleuve, où il y a beaucoup de vent qui rentre. Vous êtes en face d'un champ. Ce serait un terrain découvert. Terrain rugueux, ben, vous êtes au milieu d'un développement où il y a plusieurs maisons autour de vous, donc qui vont vous protéger. Donc, je pourrais faire le même calcul en mettant ici terrain découvert et ici les exigences beaucoup plus fortes. Donc, vous êtes capable, selon où va être installé ou quel est votre marché, de dire, OK, mettons, je me mets au pire. Je suis à 10 mètres, terrain rugueux, telle ville, bon, on vous donne les exigences minimales de performance. OK? Euh, on doit indiquer la version NAF, c'est laquelle sur l'étiquette, quelle version vous êtes. Et c'est là que je vous dis, même s'il y a quelques erreurs dans le code de construction du Québec, c'est la 17 qui est en avant. Donc, vous devez l'inscrire sur l'étiquette. Comment savoir ce que je dis pour votre projet, mais c'est ici. Ou si on veut dans l'ensemble de votre marché, vous avez une bonne idée. Donc, si vous couvrez les éléments les plus difficiles, ben, vous allez couvrir l'ensemble. C'est ce que je disais tout à l'heure, si on vient aux combinaisons possibles. Si votre combinaison la plus grande, qui couvre toutes les autres, par exemple, une porte deux latéraux, couvre tout ce qui est en bas d'une porte deux latéraux, donc une porte un latéral, une porte tout seul, ben, à ce moment-là, si le résultat convient à votre marché, ben, vous avez la réponse, puis vous y allez pour ça. Donc, mais si vous allez avec la configuration G, comme on a vu tout à l'heure, ben là, vous risquez de ne pas répondre au minimum de votre marché. C'est ça les risques. Ce qu'on disait, c'était peut-être de vérifier avec votre laboratoire de test, s'il est possible de tester selon la NAV 17 en même temps que la 22. Je suis sûr qu'ils ont des calculs à faire différents, mais actuellement, la NAV 17 est dans le code. Donc, si vous testez selon la NAV 22 qui existe déjà, c'est pas bon, parce que le code dit NAV 17. Par contre, ils pourraient déjà faire un rapport sur la NAV 22. Il faut leur demander si c'est possible. Mais là, vous seriez correct pour 10 ans. Vous auriez pu retourner en test pour 10 ans. Donc, que ce soit vous qui y allez directement ou que vous faites affaire avec un fournisseur de composants de système, on en connaît plusieurs, j'en donnerai pas pour faire exprès, mais si vous utilisez un système existant puis vous fabriquez ou vous prémontez avec ça, ben à ce moment-là, vous pouvez peut-être vous asseoir avec votre fournisseur de composants puis dire pourquoi on ne fait pas les deux, un, on va sauver des sous. Bon, si vous allez juste selon une, ça devrait vous coûter moins cher que si vous faites 17 et 22. Mais peut-être que si vous faites 17 et 22 en même temps, si c'est possible, bien, vous allez quand même sauver pendant 10 ans. Donc, c'est un peu ça. OK, voilà un peu les étiquettes temporaires qu'on devrait retrouver. L'étiquette permanente devrait être celle-là ici, donc juste la partie du haut, avec votre désignation principale. Mais l'étiquette temporaire, où là, on voit les résultats. Voilà un peu à quoi elle devrait ressembler. Bon, vous pouvez mettre un petit peu de fioriture autour de ça, c'est vraiment basic, là. Donc, on marque sur lequel on a été certifié, quel NAF, quelle année. Ici, on voit le 17, avec le supplément canadien de la 17, c'est bien ça. Donc, Infiltration Canada A3.
Mais là, encore une fois, dans votre rapport, vous allez avoir les résultats, comme je disais tantôt, en litres par seconde par mètre carré d'infiltration d'air. Donc, c'est un peu ça. Et ici, vous avez résistance d'infiltration d'eau, tout ça. Donc, encore une fois, si CP30 répond à votre marché, puis vous avez ces résultats-là. Mais voilà. La petite différence qu'il faut faire attention, moi, je dis souvent aux gens d'aller tester selon, si vous vendez surtout dans le résidentiel, bien, testez sur, bon, LC, c'est commercial léger. Regardez la différence, c'est dans la grandeur de l'échantillon. C'est pas beaucoup, mais ça vous permet de vendre sur des multilogements de 3 étages et moins. Donc, sans retourner en test nécessairement. Ça va? S'il y a des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Euh, Moi, je vois qu'il n'y en a pas pour l'instant. Bon, ben, on continue. Performance énergétique pour les portes d'entrée. Euh, bon, on va parler ici un peu d'Energy Star, bien sûr. Je pense on est vraiment là-dedans. En tout cas, encore au Québec, il y a encore de l'aide gouvernementale. Donc, les gens le demandent. J'ai des appels tous les jours pour ça. Donc, je vois qu'il y a une certaine demande. J'ai beaucoup de questions, puis je me suis assis avec Terry, puis je dis, est-ce qu'on devrait en parler ou non? Ben, il dit, fais une petite récapitulation parce que les gens posent beaucoup de questions, donc sont un peu perdus. Qu'est-ce que la valeur U? Valeur U ou facteur U, c'est une mesure qui détermine la quantité d'énergie ou de chaleur qui s'échappe de la maison par une fenêtre ou une porte. OK? Donc, ça se transfère à travers le système. Il ne faut pas confondre le facteur R qui, lui, est un facteur de résistance à la transmission d'énergie. C'est pour ça que le U, plus il est bas, meilleur il est, et le R, plus il est élevé, meilleur il est. Dans le cas de l'efficacité énergétique en ce qui concerne Energy Star, on ne tient aucunement compte du facteur R. C'est le U qui est important. Souvent, le facteur R, on va l'utiliser par du R16. Par exemple, on disait une porte d'acier, c'est R16. Au centre, par contre, on ne mesure pas l'ensemble du système. Le U mesure l'ensemble du système. Ça veut dire que dans une porte, vous avez votre porte, vous avez votre cadre, vous avez le cadre de la fenêtre de porte, et tout ça est mesuré pour, si on veut, la transmission énergétique. Bon, puis je dis qui s'échappe de la maison ou qui rentre dans la maison. Ça marche des deux côtés, mais nous, on parle d'échappe, vu on est au Canada, donc plus au nord qu'aux États-Unis. Donc, le facteur U pour être Energy Star, il faut avoir un facteur U de 0,21 en impérial, ça c'est le maximum, ou de 1,22 en métrique. Ces deux valeurs-là, c'est ce qui vous permet d'être Energy Star ou non. On va voir pourquoi on n'a pas le RE. Nous aussi, euh, pour la certification NFRC, j'en ai parlé déjà, je reviens avec ça. Si vous êtes avec NFRC, pour mettre le métrique, parce qu'au Canada, on affiche le métrique, on fait 0,21, donc qui est en impérial, multiplié par 5,678. Il y a quelques autres chiffres après le point, qui nous donne 1,19 métrique. Par contre, si on passe, on est CSA à 440,2, on doit conserver les 6 chiffres après le point et multiplier par 5,678. On voit une différence ici. Bon, dans les deux cas, ça passe. Je vous dirais que à date, j'ai vu environ 13 à 15 cas où le résultat en impérial est 0,22 avec deux chiffres après le point, mais que quand je mets les 6 chiffres après le point multiplié par 5,678, à 0,22, je ne passais pas, mais j'obtiens 1,22 et je passe en métrique. Mais pour ça, il faut être certifié selon CSA 440.2, comme on disait tout à l'heure. Donc, on voit qu'avec NFRC, on a une différence sur l'étiquetage des produits. Pourquoi on ne passe pas par le rendement énergétique? On dit que le rendement énergétique, c'est ce que se servent
les fenêtres. Ben, je l'explique souvent, je fais une explication ici un peu pour tout le monde. C'est une valeur qui est obtenue si on veut, en tenant compte du facteur U, des taux de fuite d'air, du gain solaire. Comme on peut voir l'équation, je sais qu'on ne fera pas des mathématiques ce matin, là, mais on prend le gain solaire, le coefficient de gain solaire, multiplié par 57,76. Donc, votre gain solaire, moins le U en métrique, multiplié par 21,90. Juste là, vous voyez l'importance du gain solaire dans la formule. C'est lui qui détermine un peu tout. Puis le RE, contrairement au U, plus il est élevé, meilleur c'est. Donc, il faut essayer d'obtenir le plus haut possible. Encore une fois, il y a les fuites d'air, plus 40 pour le ramener au-dessus de zéro. C'est une question qui a été faite par ceux qui ont inventé la formule. Sinon, ça donnerait des moins, ça serait plus difficile à lire. Donc, le rendement énergétique, moins la valeur U en métrique, moins les taux de fuite d'air, en métrique aussi, selon la NAF, plus 40. Donc, on se dit pourquoi on ne peut pas penser par le RE pour les portes? Mais regardez, une porte pleine, là, il n'y a pas de gain solaire. Donc ici, là, ben, je pense qu'on a point quelque chose de gain solaire. Il n'y a rien. Donc, ici, ça va être très peu élevé, puis on va se retrouver avec très, très bas résultats. Donc, comme je dis, ça prend 34 pour passer par le RE, donc on ne passera pas. Même si je vais avec une porte pleine, avec plein de vitres, mettons un 22,65, j'ai pas assez de gain solaire, encore une fois, pour réussir à obtenir 34 ou plus. Donc, c'est pour ça qu'on passe par le U. Au Canada, on doit quand même afficher le RE, donc on le calcule quand on passe par CSA 440.2. Donc, il est là, mais dans le fond, l'inspecteur bâtiment n'a pas regardé ça, il regarde le U. Et on est certifié par le U ou par le E. Pas et, mais c'est ou, un ou l'autre. Dans les fenêtres, c'est notre cas, on utilise le RE parce que, étant donné qu'on a beaucoup de verre, on a beaucoup de gain solaire et donc l'importance du gain solaire, comme on a vu tantôt, est augmentée à ce niveau-là et on obtient des meilleurs résultats que 34. Donc, c'est un peu ça. Il y a peut-être les latéraux, pleine grandeur, tout en vide, ou c'est les impostes qui vont réussir à passer par le RE. Tant mieux parce que c'est évident qu'ils ne passeront pas par le U. Étant donné que c'est juste un grand verre, on sait que dans une porte, le point faible des composantes, c'est le verre, étant donné que la porte est isolée à l'uréthane, il y a du bois à l'intérieur. Donc, c'est le thermo ou le verre qui est le point faible. Donc, dans une fenêtre, il y a à peu près que du verre. Et donc, on va passer par le RE et non par le. Il y a des discussions là-dessus parce que dans l'Ouest, si on parle de RE, surtout en Colombie-Britannique, si le RE est élevé, c'est donc qu'on a un gros gain solaire. Et étant donné qu'il fait moins froid qu'ici, ben, on en souffre. C'est pour ça qu'aux États-Unis, même s'il y a certains États qui devraient utiliser le RE comme si on veut, euh, juste en bas de- du Manitoba, par exemple, il fait froid aussi. Donc, mais ils n'utilisent pas, ils utilisent que le U à ce niveau-là. Mais comme il fait plus chaud dans la région de Vancouver, ben, ils ont des problèmes de surchauffe. Et ça devient un gros problème. Donc, l'énergie qu'on gagne en hiver, ben, on le perd en été. Puis comme les autres fait chaud plus longtemps qu'il fait froid, donc ça leur coûte plus cher. Donc ici, j'expliquais que je l'ai expliqué tantôt, les fuites d'air quand on passe par CSA 40.2. Donc, on peut pénaliser. Donc, si vous êtes pour aller en test, demandez au laboratoire de les faire séparément. Quand je dis séparément, et ils sont en mesure, en tout cas certains laboratoires que j'ai travaillé avec, de, par exemple, envoyer une porte et un latéral, de faire le test en couvrant le latéral, et après ça, de faire le test en couvrant la porte et en découvrant la latérale. Et donc, on a des résultats différents pour les deux. C'est possible, parlez-en à votre laboratoire. Maintenant, l'étiquette selon CSA, comme on voit ici, on a Energy Star,
On a le facteur U, on a le gain solaire, on a le rendement énergétique qui est exigé. Comme on voit avec 36, on passe pas. 1,10, on passe parce qu'on a dit non, on passe pas, effectivement. Ah oui, 1,10, on passe, c'est maximum 1,22. Donc oui, on passe, mais on ne passe pas par le rendement énergétique. On a le gain solaire et la transmission visible. On doit aussi indiquer le nom de votre compagnie. C'est quoi un peu de description, comme porte d'acier, cadre de bois. Et il y a certaines choses que vous pouvez inscrire, dont les numéros de certification, bien sûr. Euh, Ça, c'est pour CSA. On doit aussi avoir le logo de votre agence de certification, qui peut être NAMI, Keystone ou d'autres. Et sur quelle base a été calculé le système ici. Avec une différence avec NFRC, ben, on voit que l'ERA, ils ne veulent pas l'avoir en bas. Comme on a dit, ils ne l'appliquent pas. Donc, vous devez le mettre dans la partie Energy Star si vous voulez le mettre. Si on n'est pas obligé de mettre le métrique, mais si on le met, comme je disais, on part du point 21, seulement deux chiffres, et on le calcule à ce niveau-là. Et les infiltrations d'air, si vous êtes certifié, pas selon la NAF, il faut un autre système pour les inscrire. En tout cas, ce que vous pouvez faire, vous mettez deux barres ici à ce niveau-là. Donc, c'est des petites différences. S'il y en a qui ont besoin d'infos, n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Vers sécuritaire, il y a eu des changements qui ont été apportés au vers sécuritaire. On va voir ça assez rapidement. Ça touche peut-être pas les résidences puis les petits logements, mais on va regarder quand même. Donc, euh, c'est maintenant dans le Code national du bâtiment canadien, ça n'était pas avant. Donc, selon la norme CAN-CGSB 12.1-2017, ça n'existait pas avant. Et là, ça l'est, il réfère là-dessus. Donc, l'objectif, ils veulent réduire au minimum les blessures causées par les coupeurs quand on rentre en un impact avec du verre. La version précédente était 90, donc on voit que ça a quand même 27 ans. Qui, là, ils viennent de changer. C'est harmonisé avec la norme américaine et ça inclut des vitrages à revêtement organique et des vitrages en plastique, en plus du verre laminé. Puis, il y a des nouvelles classifications exigeantes d'étiquetage. On voit ça un petit peu ici. Donc, ils appellent ça vitrage de sécurité. Euh, c'est reconnu dans le code national. Ils utilisent maintenant vitrage de sécurité au lieu de verre de sécurité. Donc, c'est des thermos du verre 5. On voit que ça couvre plus large que ça couvrait avant. Euh, Malheureusement, la norme verre sécurité figure toujours dans le code est autorisé pour les gardes du corps et les portes et les panneaux latéraux. OK? La M90 est encore référée pour ça. Donc, on voit pour les portes et panneaux transparents, les portes en verre doivent être faites de vitrage de sécurité feuilleté ou trempé conforme à la norme CGSB 12.1. Vitrage de sécurité ou le verre armé. Euh, c'est ça, verre de sécurité encore une fois. Le verre des portes, celui des fenêtres adjacentes, qui pourrait être confondu avec des portes à l'intérieur ou à l'entrée des logements dans les endroits publics, doit être conforme à 9614. Donc, il y a un article un peu plus loin. Le voici. Envers armé, conforme à CSG 12.11, vascule armée, sous réserve de la surface vitrée des portes d'entrée d'un logement ou d'une aire commune, exception faite de celle décrite au paragraphe 1, doit être en verre armé ou en fitage de sécurité du même type mentionné, paragraphe 1, en plus du 0,5 m². On va le voir un peu plus en détail. Nouvelle chose qui vient d'être ajoutée dans le code du bâtiment, c'est les établissements de réunion. Qu'est-ce qu'un établissement de réunion? Si vous vendez sur un établissement de réunion, eh bien, on parle ici de, bon, prenez une église, prenez un restaurant, prenez un salon mortuaire, prenez un endroit où vous rencontrez des salles de, par exemple, si c'est dans un hôtel où il y a des salles de meeting et de réunion,
ça fait partie de établissement de réunion ou assemblée occupancy. Donc, ici, on est un peu plus sévère. Il faut encore aller à la 17. On parle ici pour les portes, donc c'est GSB 12.117. Lorsqu'il y a un grand risque d'impact humain avec le verre. L'utilisation du verre armé n'est pas autorisée. Le verre armé, c'est le verre broché, pour être plus au niveau du vocabulaire qu'on utilise. Donc, le verre broché est interdit au niveau du bain et des douches, parce que quand il se brise, il y a plus de risques de blessure. Euh, mais il n'est pas autorisé non plus les établissements de réunion. Donc voilà, un établissement de réunion, la rive inférieure du verre exposé, c'est 1525 mm du sol. OK? Donc, c'est à peu près hauteur moyenne des yeux d'une personne, selon ce qu'on a calculé. Bon, donc, c'est peut-être un peu ça. Donc, on voit que s'il y a ici une guillotine, mais le haut pourrait ne pas l'être, mais en bas, il pourrait l'être, mais pas le brocher dans l'établissement de réunion, parce qu'en cas de sortie d'urgence, on pourrait se blesser plus qu'autre chose. Cette porte-là devrait être en verre sécuritaire. Celle-là, non. Et s'il y a moins de 75 mm de large, c'est pas obligé d'être du verre sécuritaire. Donc, on voit un peu, je pense que ça nous donne un bon exemple de quand il faut utiliser un verre de sécurité ou non. L'accessibilité, bien sûr. Des fois, on ne le prévoit pas, mais bon, ça peut être plus difficile que d'autres. Donc, un changement là, au niveau 9967, donc c'est dans le résidentiel, dans le cas du bâtiment 2020. Donc, les poignées doivent être situées entre 900 et 1100 mm au-dessus du plancher fini. OK, donc, dispositif c'est ça. Donc, d'évacuation, ça peut être, si on veut, une panic bar, ces choses comme ça. Mécanisme d'enclenchement de verrouillage, avant, il ne fallait pas que ça dépasse 1200 mm. On voit qu'ils sont beaucoup plus précis dans le nouveau code du bâtiment. Il y a aussi ça. Avant, on demandait, ici, c'est dans le 3.3, donc ça, c'est si vous vendez, par exemple, dans du petit commercial. Encore une fois, on parle d'une bibliothèque, on parle de bâtiments de ce genre-là. Si vous vendez une porte qui donne sur un corridor commun ou qui donne sur une sortie, euh, ben, il faut une ouverture libre de 850 mm. Avant, c'était 800 mm. Amusez-vous avec une porte de 34 et de 36 qui ouvre pas plus qu'à 90 degrés. Vous allez voir, vous ne l'atteignez pas. Moi, j'ai mesuré, puis il manque 1 centimètre. Si la porte n'ouvre pas à 100%. Donc, c'est quelque chose à vérifier sur vos projets si vous vendez dans du petit commercial, un corridor commun, puis un accès à l'issue donc, pour sortir à l'extérieur, à vérifier. Donc, ici, encore une fois, dans 2015 versus 2020, les immeubles résidentiels à logement multiple, toutes les entrées accessibles au public. Donc, on parle ici sur le trottoir. On dit maintenant que toutes les entrées piétonnières d'un étage sans obstacle dans un bâtiment visé par le bailleur doivent être sans obstacle et reliées à un parcours extérieur sans obstacle. On parle ici, là, faites attention, on va parler de la hauteur des seuils. Um, Terry, what's the height of the sill we were talking yesterday? I think half an inch, right? Yeah, 13 millimeters. Yeah. Ouais, 13 mm. Donc, on ne doit pas passer 13 mm au niveau du seuil pour les entrées accessibles au public. Donc que ce soit sans obstacle, c'en est un, le seuil. Donc, souvent, on va utiliser des seuils commerciaux à ce niveau-là. Faire attention à ça aussi. Donc, c'est tout ça. Je pense que c'est des détails, mais je voulais quand même vous indiquer ça. Ça, c'est la recherche de
de nos gens qui s'occupent des cadres et des normes et qui sont arrivés avec ça et qu'on a nouvellement une nouvelle personne qui s'est jointe au groupe qui fait que ça à travers le Canada. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous appeler ou à appeler Terry directement ou appelez-moi, puis je vais vous donner le chemin pour vous rendre à la bonne personne. Donc, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait parler aujourd'hui. Encore une fois, j'aimerais remercier Open Janela pour commanditer ce Tech Talk. S'il y a des questions, allez-y, c'est le temps. Gênez-vous pas. Any questions? Je vois une main levée. Pascal, oui. Est-ce que tu écris ou Isabelle, can you open Yeah, the I mic? did. Yeah, I opened it You up. You should did? be able to OK. speak. Pascal, vas-y. Vous m'entendez? Oui, vas-y. Parfait. Est-ce que la présentation va être fournie pour qu'on puisse la partager avec l'équipe, mettons, de mon entreprise? Je pense que oui. Isabelle, are we going to be able to share the presentation? Have him share screen. No, I think he's asking if the presentation will be Oh, available. well, that's up to you, JF, for sure, if you give permission. What would happen is these are recorded and then they're available on our website in our Ouais, video c'est ça. section. So, C'est ça, tu vas pouvoir la regarder sur le site web directement, là, la même présentation que je fais là. OK, parfait. Ça va-tu être envoyé à nos associations comme la VFQ ou pas du tout? Je ne sais pas, mais la VFQ y a accès aussi. Non, je sais, mais est-ce qu'un exemple, la VFQ va envoyer un communiqué qui va il va dire que Fenestration Canada a fait un webinaire, blablabla, puis voici la présentation. Puis dans le Tu as tout le temps des bonnes questions. Is it going to be shared by EVFQ in Quebec? I mean, are they going to send a bulletin or something, a memo? I mean, that would be up to them if they wanted to provide like a link to the video or something like that. Yeah, that's up to them. Oui, mais s'ils veulent le faire, oui, il n'y a pas de problème. OK, parfait. Donc, puis moi, mettons, si je veux avoir accès demain à cette présentation, je vais l'avoir disponible directement sur Fenestration Canada? Oui, it's going to be on Fenestration Canada website. Tomorrow, is that It usually takes 2 or 3 days. 2-3 jours que ça OK. prend, puis oui, il va être là. OK, thank you. Puis tu vas avoir accès à tous les autres Tech Talk ou webinaires qui sont donnés par Fenestration Canada. Excellent, merci. JF, there are a couple more questions in the Q&A from Daniel. Et Daniel, Daniel me demande est-ce que les normes doivent être appliquées au même niveau que dans la rénovation des immeubles existants? Pour l'instant, si le code du bâtiment touche aux maisons neuves, si on veut, à part si on parle d'efficacité énergétique, là, ça va se mettre des deux côtés. Terry, Daniel is asking, is it going to be applied on renovation also? All the standards and the codes. Currently across the country, there are no code regulations applied to renovations. That said, each jurisdiction, can do its own thing to some degree. Yeah. But currently, the National Building Code and the provincial building codes don't specifically apply to renovations. I do expect to see that change in the next, couple of code cycles because they are talking about applying the National Building Code to renovations. But currently, today, no. Et donc, de plus en plus, on tend vers ça, mais pour aujourd'hui même, non, c'est pas appliqué. Mais sauf, comme je dis souvent ben, s'il y a si on voulait, un conflit ou s'il arrive quelque chose avec un de vos clients,
ben, le juge, il va se fier au code du bâtiment. C'est sûr que. Mais dans la rénovation, probablement, il va faire ça, mais il n'y a rien d'obligatoire pour l'instant. Je vois, Daniel, que tu avais demandé l'ouverture des portes, ouverture libre. Oui, quand on parle d'ouverture libre à 850 mm, effectivement, c'est pas la porte. C'est un coup que tu as ouvert la porte, si tu ouvres, par exemple, si tu n'ouvres pas plus que 90 degrés, ben dans le fond, tu as la porte qui est dans le chemin, tu as le côté de la porte. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je ne vois pas d'autres questions. Isabelle, I don't see another question. Oh, Pascal. Oui, j'aime mieux parler qu'écrire, excusez-moi. Ouais, c'est bien. Moi aussi, je suis comme toi. Je veux rajouter un élément sur le 850 mm. Là. Je viens de faire le calcul. Là, 850 mm, on parle d'environ 33 pouces et demi environ. Ouais. Euh, je trouve ça un peu bizarre qu'on n'a pas été s'assurer qu'une porte qui rouvre pas. Parce qu'on s'entend que des fois, les portes ne vont pas ouvrir plus que 90 degrés. Là. On peut Ouais. pas, comme manufacturier, on peut pas vraiment statuer ou comment c'est situé tout le temps. Je trouve que la norme aurait dû être faite que la porte à radio minimale, une 34 pouces, on va dire, passe dans ces situations-là. Je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui a fait que le changement est passé de 800 à 850 mm? Qu'est-ce qui a amené cette valeur-là? C'est quoi la réponse? Parce que s'il n'y a pas de réponse, il aurait dû simplement s'assurer qu'une porte standard qu'on voit tout partout de 34 pouces, 33 trois quarts, soit fonctionnelle et soit l'ouverture soit adéquate. Au minimal, au moins pour corriger ça. En tout cas, bref, c'est un commentaire. Là. Oh, oui, mais t'as pas tard. Pour y répondre, je peux dire que souvent, les codes sont modifiés en fonction d'accidents qui sont arrivés. Bon, est-ce que c'est au Québec? Est-ce que c'est ailleurs? Je ne sais pas. Mais effectivement, ça aurait été bien de dire minimum porte 34 pouces. Mais il parle bien d'une ouverture libre. Ouais. Encore là, je vais valider de mon côté, là, je vais faire un comparatif. Là. J'ai pas de comparatif là, avec mon produit, là, mais je me posais juste cette question-là, mais Je ne sais pas, la porte, même la porte 36 pouces, a de la misère. ouais, je comprends, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que des fois, on sait, on parle, la question était posée pour la rénovation, on n'a pas le choix, des fois, on n'a pas le choix de réinstaller une porte de 34 Oui, pouces parce effectivement. qu'on a besoin. Dans la neuve, c'est différent. Là. Oui, on a la possibilité de, mais mettons que la plupart du temps, c'est souvent du 34 pouces, le plus souvent qu'on voit, là, on voit de plus en plus de 36 pouces. Mais bref, c'était un commentaire, là, je vais prendre le temps Ben, d'en je te regarder de mon remercie, côté. Pascal. Merci. Merci du commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y en a pas, je pense qu'on peut mettre fin au Tech Talk, discussion. Merci beaucoup de votre présence. Merci de suivre Fenestration Canada. Puis encore une fois, merci Open Janela pour sa commandite.